Je voulais commencer juste en recontextualisant un petit peu le projet qu'on va vous présenter. Donc, on est vraiment au cœur de ce qui nous réunit aujourd'hui, donc de la transition. Donc, je ne vais pas revenir sur voilà, l'adolescence et cette période de transition qui est une période vraiment sensible dans le suivi des patients atteints de pathologies chroniques. Donc, on a vu un certain nombre de lieux dédiés ces dernières, hop, pardon, ces dernières années avec cette prise de conscience de cette période un peu particulière qu'est la transition. Je pense qu'il y a, voilà, il y a Advenir que nous a présenté Paul Jacquin tout à l'heure. Et puis également, comme le soulignait Paul Jacquin, un certain nombre de recommandations ces 8-10 dernières années sur l'accompagnement pendant la période de transition des adolescents atteints de pathologies chroniques. Et avec un rôle important des filières de santé maladies rares sur la production et la publication de ces recommandations. Donc, ces recommandations, tous ces outils ont permis quand même une meilleure prise en compte des particularités voilà, des adolescents et de cette période de transition. Puis sans doute une sensibilisation des professionnels de santé, des professionnels impliqués dans l'accompagnement de ces adolescents. Alors, malgré ça, nous, on a constaté à Lyon, à Lyon, on a un gros CHU, on a un espace qui s'appelle Le Passage, qui est dédié à l'accompagnement des ados pendant cette période de transition. Et donc, malgré ces facilités, on va dire, on constate quand même que c'est assez compliqué de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations qui ont été publiées et surtout faute de temps dédié en réalité. Donc, à travers l'expérimentation qu'on va vous présenter, on cherchait à proposer un accompagnement plus systémique, comme le disait Béatrice Fongelas tout à l'heure, une approche voilà, plus intégrative du suivi de ces adolescents. Et donc, pour ce faire, on a proposé de travailler dans le cadre du dispositif article 51, que je vous présente rapidement du coup. Donc, ces expérimentations article 51, elles sont nées au moment de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2018. Donc, dans son article 51, ce qui lui vaut ce nom très poétique d'expérimentation article 51. Et donc, ce dispositif, il permet d'expérimenter des organisations innovantes contribuant à améliorer le parcours des patients ou des usagers, mais également l'efficience du système de santé et puis l'accès aux soins ou la pertinence de la prescription des produits de santé. Et puis l'idée, c'était également une réflexion et mettre en avant les aspects de parcours de soins, d'exercice coordonné, de lien ville-hôpital, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Ce sont des expérimentations, enfin, c'est un dispositif qui est ouvert à tous les acteurs du système de santé, que ce soit privé, public, en ville, à l'hôpital. Donc, tous les acteurs qui souhaitent déposer un projet peuvent tout à fait le faire. Pour ça, il faut que le projet il réponde un peu aux critères de ces expérimentations, c'est-à-dire que ce sont des expérimentations qui dérogent aux règles de financement du droit commun. Euh, et, et donc, ces expérimentations, quand elles ont été autorisées, elles ont pour vocation à être évaluées par une équipe indépendante, notamment sur des critères de faisabilité et puis de l'efficacité, l'efficience dont on parlait, mais également de reproductibilité. Voilà, il ne faut pas que l'expérimentation qui est menée dans un lieu ne puisse correspondre qu'à une pratique très localisée. Voilà. Donc, il y a une équipe indépendante qui évalue les expérimentations qui sont menées. Et puis, voilà, donc ces expérimentations, elles ont donné lieu à voilà, la création d'instances de gestion et de gouvernance un peu spécifiques
notamment le comité technique d'innovation en santé qui se positionne, qui émet un avis sur la mise en œuvre des expérimentations qui sont proposées. Et puis un conseil stratégique de l'innovation en santé qui notamment va, à l'issue de l'évaluation, se prononcer sur l'opportunité d'une généralisation de ce qui est proposé, donc une généralisation dans le droit commun. On a également une équipe nationale d'appui sur les aspects vraiment organisationnels, voilà, qui est disponible. Et puis des référents régionaux au niveau des ARS et de l'assurance maladie. À savoir que pour les expérimentations qui sont menées sur le plan régional, la porte d'entrée, ce sont vraiment les ARS avec un référent article 51 dans chaque ARS qui suit l'équipe porteur de projet tout au long de l'écriture de la lettre d'intention, puis du cahier des charges, et puis quand l'expérimentation elle est autorisée tout au long de la mise en œuvre de l'expérimentation. Ce qu'on a proposé, donc, c'est cette expérimentation autour de la transition. C'est une proposition de parcours de santé qui s'adresse à des adolescents atteints de pathologies chroniques graves. On reviendra tout à l'heure sur les 4 pathologies ou groupes de pathologies qu'on a ciblés dans le cadre de cette expérimentation. Donc, un parcours qui est coordonné par un professionnel de santé dédié, paramédical. On y reviendra également, avec pour objectif d'éviter les ruptures de soins pendant cette période de transition ou au moment du transfert ou en post-transfert en service pour adultes. Donc, cet accompagnement vers le transfert, l'accompagnement vers l'autonomisation progressive des jeunes patients. Également jouer sur la qualité de vie de ces patients et de leurs parents. Faciliter la communication entre les acteurs qui gravitent autour de ces patients dans le cadre de leur prise en charge. Et tout ça en s'adaptant donc à ce public d'adolescents et de jeunes adultes à travers nos moyens de communication et puis en s'adaptant également à leur disponibilité, leur mode de vie. Alors finalement, maintenant, qui est concerné? Qu'est-ce que c'est que ce parcours de soins et qui est concerné par ce parcours de soins? Donc là, ce sont les adolescents qui sont suivis pour 4 pathologies, enfin 4 groupes de maladies qui sont l'asthme sévère, les maladies rénales chroniques, donc avec la filière ORCID, l'hémophilie et tout ce qui est troubles de la coagulation avec la filière MEMO, les maladies avec les rhumatismes inflammatoires chroniques, la filière FAI2R. Et en tout, on va devoir recruter 250 patients, on va inclure 250 patients qui vont avoir entre 12 et 17 ans. Le but de ce recrutement est qu'il se fasse sur les 3 premières années. Donc, comme a dit Mélanie, l'expérimentation va se faire sur 5 ans, mais on va faire le recrutement sur les 3 premières années pour qu'on puisse avoir suffisamment de recul et de temps pour faire la transition de ces patients et les accompagner à l'expérimentation. Où est-ce que ça va se passer? Ça va se passer sur 2 sites. C'est le but aussi de cette expérimentation, c'est qu'on va le faire aux Hospices civils de Lyon, donc à l'hôpital Mère-Enfant et l'hôpital cardiologique parce qu'on est sur 2 sites, mais aussi en partenariat avec Villefranche, donc l'hôpital Nord-Ouest. Comme on disait tout à l'heure, donc on a commencé l'expérimentation en juin 2023 et elle va se poursuivre jusqu'en juin 2028. On a trouvé, du coup, elle a eu un nom, cette expérimentation. C'est le parcours de soins, c'est le parcours Ariane. Pourquoi le parcours Ariane? Pour 2 raisons. On a la représentation du personnage de la mythologie, le fil d'Ariane, finalement, qui va conduire l'adolescent. On va lui montrer le chemin avec ce fil. Et puis, pour l'autre symbolique, qui est la fusée Ariane, qui est l'accompagnement et le décollage vers sa vie future. Donc voilà, donc cette expérimentation s'appellera le parcours Ariane. Qu'est-ce qu'on va proposer dans ce parcours? Ce parcours, il va y avoir différents temps, des temps plus ou moins systématiques, des temps plus ou moins adaptés aux besoins des adolescents. Donc, comme on vous disait, on va commencer à les inclure à partir de 12 ans pour les conduire progressivement jusqu'à la transition aux alentours de 18 ans. On va tout d'abord avoir une infirmière coordinatrice, donc une de nous 3, pour les accompagner tout au long de ce parcours. On va vraiment devenir la référente de ces patients.
On va aussi inclure dans ce programme des enseignants en activité physique adaptée, donc les APA, qui sont là pour faire à l'origine un bilan avec les patients et donc ils vont leur proposer des séances à la suite selon leurs besoins. Et comme vous voyez, il y a une application aussi qui a été développée pour en lien avec ce programme, qui est l'application Apacadabra, qui va servir à faire le lien entre les patients et les APA. On va pouvoir proposer des ateliers, donc des ateliers sur les compétences psychosociales. L'idée, ça serait de leur proposer 2 ateliers, bien sûr sur des thématiques autour de la communication, l'affirmation de soi, la gestion du stress, des émotions. Le but n'est pas forcément de revenir sur des ateliers de leur pathologie, puisque ça, ils ont leur service de soins qui vont leur proposer ça, mais plutôt faire quelque chose de transversal. On va leur proposer, je reviendrai sur ce qui est un petit peu facultatif après, on va leur proposer après des consultations de transition. Donc, l'idée, ce serait d'en faire 2. Consultation avec le pédiatre et le médecin spécialiste adulte qui le prendra en charge. Et ensuite, une consultation de transfert, la consultation au moment du passage, donc avec le pédiatre, toujours le médecin spécialiste. Et cette fois-ci, on aimerait inclure le médecin traitant. Qu'est-ce qui peut être proposé en plus? Ce sont des consultations avec un psychologue de ville. Donc, il a été évalué, il a été budgété des séances pour chaque patient avec un psychologue de ville. Donc, ces séances, ce budget ne couvre pas l'intégralité de la séance, mais c'est une participation financière pour environ 8 séances pour le patient, sa famille. Donc, ça peut être ses parents, ça peut être la fratrie s'il y en a besoin, mais on peut participer pour cette prise en charge. L'idée, c'est aussi de leur proposer des séances bien-être. Donc, on en reparlera après, mais ça, c'est, voilà, les séances bien-être, ça peut être de socio-esthétique principalement. Et puis, on aimerait aussi proposer un atelier d'échange pour les parents. Donc, voilà, un petit groupe aussi transversal pour les parents qui se retrouvent entre eux et qui échangent autour de l'accompagnement, de la transition pour les adolescents. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour mettre en place tout ça? Donc, on a la chance entre les 2 hôpitaux d'avoir un dossier patient informatisé commun, enfin le même dossier patient informatisé. Donc, du coup, on a une fiche qui a été créée, une fiche transition dans laquelle on va pouvoir tracer le suivi de nos patients. Cette fiche transition, elle va avoir plusieurs intérêts. Donc, comme je vous disais, tracer le suivi des patients, mais également générer la facturation. C'est ce qui va permettre, via des extractions, de déclencher la facturation au niveau de l'assurance maladie, de tout ce qui a été fait, de financer les psychologues, de financer tout ce qui a été proposé. Et bien sûr, à la fin de l'expérimentation, quand il faudra faire une évaluation, on pourra extraire aussi de ces fiches toutes les données dont on a besoin pour avoir nos évaluations. Il nous a été fourni aussi des téléphones portables à chacune de nous pour faciliter les communications, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, les jeunes adolescents, on communique avec eux plus facilement par des messages, par les réseaux, enfin voilà, par téléphone. Et puis le but aussi de ce programme, je ne sais, je crois qu'on l'a pas dit, c'est évidemment de ne pas les faire revenir plus à l'hôpital. Donc en fait, on va essayer de faire tout en distanciel le plus possible pour garder le contact avec eux. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les outils, il y a l'application Apacadabra qui est donc l'appli pour suivre l'activité physique de nos jeunes patients. Donc, comme j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, on a un accompagnement par une infirmière ou une puéricultrice coordinatrice du parcours. Donc, ça va être vraiment l'élément principal de ce parcours de soins. L'idée, c'est qu'on va organiser le parcours du patient, donc on va l'accompagner, on va être le contact privilégié du jeune et de sa famille, donc le contact privilégié à chaque fois qu'il viendra en consultation, enfin, le plus possible quand il viendra en consultation, par le biais, comme je vous disais, d'échanges téléphoniques ou par message. On va évaluer ses besoins, repérer ses difficultés et en fonction de tout ça, on pourra faire des orientations, des adressages au personnel, aux professionnels spécifiques. On va aider à l'identification de professionnels de santé de proximité. Par exemple, s'il a besoin d'un psychologue, on va pouvoir l'aider à trouver un psychologue. S'il n'a pas de médecin traitant, on va pouvoir l'accompagner dans la recherche de son médecin traitant. Et bien sûr, on va mettre en place des séances de TP et développer les compétences psychosociales, comme je vous disais tout à l'heure. Là, on va vous faire
un petit peu un constat de ce qu'on a fait depuis le mois de juin dans nos 2 centres, depuis les premières inclusions. Donc, les inclusions, comment ça se passe? En principe, on essaye, mais on pratique un petit peu pareil aux 2 endroits, mais on essaye d'être présent au moment de la consultation du médecin spécialiste avec le patient pour pouvoir justement présenter le projet. Et du coup, un petit peu au décours de cette consultation, on voit avec le patient s'il est plutôt d'accord de rentrer dans le programme avec nous. Si on peut pas être présent au moment de la consultation, c'est le médecin qui va présenter le programme et éventuellement, du coup, nous, on reprend les coordonnées de la famille et on les recontacte ultérieurement par téléphone pour pouvoir justement échanger avec eux. On a toujours un petit temps d'échange, du coup, pour faire connaissance avec l'adolescent et la famille. Donc, c'est une histoire de créer ce premier lien, puisque, comme expliquait Marie, après, on va être vraiment un petit peu le lien privilégié du patient. Un petit peu, c'est nous qui créons ce fil d'Ariane et qui allons les suivre tout le long du parcours. Et nos objectifs, surtout, ça va être aussi de faire connaissance pour repérer justement les difficultés du patient et ce qui va faciliter son passage à l'âge adulte, ce qui va être un petit peu bloquant et mettre en place tous les intervenants qui vont nous aider dans le transfert. Voilà, j'ai un petit peu tout dit sur ce qu'on fait au moment de l'inclusion et de la première fois où on prend contact avec le patient. Et puis, ben, on s'est rendu compte un petit peu sur les 2 sites qu'on crée vraiment un lien, mais pas seulement à l'hôpital. On est vraiment le pivot en fait de tout ce qui se passe pour le patient, et on a quand même été amené plusieurs fois à être vraiment aussi le contact. Ben, on fait le lien social, on appelle le collège. On appelle l'infirmière scolaire parce que justement, c'est un petit peu les difficultés que nous font ressentir les patients, qu'ils ont un petit peu du mal justement à se faire comprendre ou expliquer leur pathologie dans leur établissement scolaire. Donc, on a aussi un petit peu ce rôle. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est amené aussi des fois à appeler, contacter ou identifier un psychologue de proximité par rapport au lieu d'habitation du patient. Et surtout, le fait d'avoir un moyen de communication adapté avec l'adolescent, le téléphone, ils arrivent quand même assez facilement à s'en saisir parce qu'en effet, il faut qu'on évolue avec leurs moyens de communication. Et du coup, pour certains, on s'est aperçu qu'ils avaient déjà attrapé un petit peu ce petit lien qu'on a tissé avec eux pour leur envoyer juste un petit SMS pour être voilà, être réassurés sur leur traitement, sur leurs petites questions, justement. Est-ce que voilà, là, j'ai été malade? Est-ce que je dois faire mon injection? Est-ce que je dois pas faire mon injection? Et du coup, éviter justement de surcharger la secrétaire ou le médecin pour poser ces questions-là. Je pense que c'est important, voilà, de pouvoir un petit peu être là pour décharger un petit peu sur tout ce côté un petit peu administratif et lourd, voilà, du médecin qui n'a pas forcément toujours le temps de prendre contact avec toutes les personnes justement qui interviennent auprès du patient. Et c'est vraiment le but d'arriver à le prendre en charge dans sa globalité et c'est vraiment notre rôle. Le suivi avec les enseignants en activité physique adaptée. Euh, du coup, comment ça se passe? Eh ben, eux, ils vont déjà faire dans un premier temps un bilan pour évaluer justement en fonction des pathologies, ce qui peut être un frein ou un levier au niveau de l'activité physique. Pareil, ils essayent d'organiser ces séances au moment où l'enfant vient en consultation ou à distance pour éviter, et en tout cas, de faire revenir, parce que quand on est ado, on n'a pas envie d'être à l'hôpital toutes les 5 minutes. Et c'est pour ça que du coup a été créée l'application Apacadabra pour permettre justement ce suivi à distance avec les APA. Après les premiers bilans qui ont été réalisés au niveau des inclusions, au niveau justement de l'activité physique adaptée, ils ont pu du coup mettre en place déjà des petites choses suite au bilan qu'ils ont fait, notamment justement l'échange avec le professeur de PS au collège pour adapter la pratique sportive à l'école, les aider à identifier
un club de sport pour qu'ils puissent pratiquer aussi une activité sportive à l'extérieur. Et bien sûr, du coup, ben voilà, proposer des exercices vraiment adaptés à chaque pathologie. Et il y a aussi un petit peu ce rôle de reprise. Il y a certains patients qui n'ont plus du tout d'activité physique depuis un petit moment, donc ils vont leur redonner confiance et puis petit à petit leur réapprendre à avoir une activité physique. Bien sûr, l'activité physique adaptée, on s'est aussi aperçu là depuis le début de notre expérience qu'il y a des patients qui vont très bien et qui pratiquent déjà 18 heures de sport par semaine. Donc, ils n'ont pas forcément tous besoin de ce soutien de nos APA. Du coup, pour terminer, eh bien, pour vous présenter un peu comment on arrive à mettre ça en place, eh bien, grâce à des moyens donc financiers, donc humains. Et pour vous donner une idée, donc pour nos 250 patients visés dans le cadre de cette expérimentation, eh bien, à nous trois, on couvre un 1,8 équivalent temps plein. On a 0,7 équivalent temps plein pour les interventions des enseignants en APA. Les médecins traitants, lorsqu'ils pourront intervenir dans les consultations conjointes de transfert, eh bien, il y a une, euh, une rémunération prévue pour ces consultations un peu particulières. Comme on vous l'a indiqué également, du temps financé pour des psychologues, du suivi psychologue en libéral. Alors, en moyenne, on a une possibilité de financer 8 consultations à hauteur de 40 euros par la consultation par patient. Après, ça reste une moyenne, c'est-à-dire que on sait aussi qu'il y a des patients qui n'en auront pas besoin ou pas envie, donc on peut proposer, enfin voilà, on peut financer un petit peu plus de consultations pour les patients qui en auront un petit peu plus besoin. Euh, on a également un petit peu de budget pour des interventions en socio-esthétique notamment. Donc tout ça, ce sont dans le cadre de cette expérimentation, ce sont des prestations dérogatoires qui sont permis donc dans le cas de ce fonds vraiment spécifique créé, ce fonds d'innovation du système de santé créé pour ces expérimentations article 51. Donc tous ces éléments-là que je vous ai listés sont vraiment financés de manière dérogatoire dans le cadre de cette expérimentation. Et puis on a quelques crédits issus de notre ARS, donc des crédits fonds d'intervention régionale qui sont là plutôt qui sont moindres et qui sont là plutôt sur des aspects d'ingénierie ou d'amorçage, donc un petit temps de chef de projet, un peu de budget pour des aspects de communication, de formation, ce genre de choses. Tout ça donc nous a permis donc entre le 1er juin, le démarrage des inclusions, et puis maintenant d'inclure une quarantaine de patients entre nos deux sites, hein, même plutôt 45. On voit que les maladies, les rhumatismes inflammatoires sont bien représentés. Et juste pour vous préciser, pour les patients de la rhumatologie, on a mis maladie rhumatismale inflammatoire vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'on inclut les patients, les AGI, les patients plutôt les rhumatismes auto-humains et les maladies auto-inflammatoires. Il nous reste donc, on a démarré les inclusions et le suivi des patients, mais il nous reste des petites choses à mettre en place, notamment les ateliers sur les compétences pour le développement des compétences psychosociales. On en a un qui est déjà existant, qui est un atelier donc, qui a été construit avec Aurélia Carbas à Montpellier, qu'on mettait déjà en place auprès d'ados, qu'on mutualisait entre Lyon et Montpellier, et puis plus récemment avec les équipes de Nantes et Marseille, qu'on met en place depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, dans cet atelier, il est sur les aspects de la différence entre la pédiatrie et les services pour adultes, et appréhender le transfert en service pour adultes. Et on utilise également le photo-expression développé par Véronique Engel. Il nous reste à mettre en place les soins de socio-esthétique qui sont, voilà, on est en cours de conventionnement avec des professionnels, avec des associations. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça nous demande de faire venir des professionnels en socio-esthétique vraiment au cas par cas pour que ça colle avec les consultations et les hôpitaux de jour des patients. Donc, voilà, d'un point de vue organisationnel, ça nous demande un petit peu de temps.
Et puis, on doit également finaliser la recherche de solutions techniques pour permettre les consultations conjointes avec le médecin traitant, donc qui sera a priori à distance, hein, qui ne va pas se déplacer à l'hôpital pour ces consultations-là s'il accepte déjà d'y participer. Donc, voilà, on est en train d'essayer de trouver l'ensemble des solutions qui nous permettent d'avoir ces consultations avec un médecin de ville et avec deux médecins dans une salle, ou alors avec les trois médecins chacun dans un lieu différent. Voilà, donc après une phase de mise en place enfin sur le premier semestre 2023, on a démarré les inclusions donc au mois de juin, vous l'avez compris, avec des petites choses qui sont pas complètement finalisées, une quarantaine de patients inclus, et puis on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de patients et de parents qui se saisissent bien des propositions et de notre disponibilité. Voilà, pour d'autres sont un peu plus discrets. Sans doute qu'il faudra un petit peu plus aller les chercher pour vérifier que vraiment ils n'ont pas besoin de nous, alors que c'est qu'en fait ils ne formulent pas leur demande. Je vous parlais de l'évaluation de ces expérimentations article 51. Nous, on ne sait encore pas quelle équipe d'évaluateurs va être missionné pour évaluer notre projet. Voilà, il y a les marchés de ces équipes, de ces structures d'évaluateurs qui sont en train de changer. Donc, probablement qu'on aura connaissance de l'équipe qui va nous évaluer probablement à partir de cette fin d'année. Généralement, les évaluations commencent en cours d'expérimentation. L'équipe d'évaluateurs n'attend pas la fin de l'expérimentation pour mettre en place l'évaluation. C'est pour ça que nous, on est assez intéressés de connaître qui va nous évaluer, sur quels aspects ils comptent mettre en place cette évaluation pour pouvoir, nous, recueillir les bonnes données. Voilà, vérifier que ce qu'ils vont nous demander pour réaliser l'évaluation sera possible. Voilà, puis je terminerai par l'enjeu de ces expérimentations, là, je l'ai évoqué en début, qui est vraiment la généralisation de ce qui fonctionne à l'ensemble du territoire, enfin, au droit commun. Donc voilà, on espère que les éléments qui auront montré un intérêt dans le cadre de cette expérimentation pourront être ensuite généralisés pour l'ensemble des équipes en France. Voilà, je crois que oui.